À la maternité des Diaconesses, à Paris, c'est un air que l'on entend souvent. Je m'appelle Anaëlle. Je viens de naître. Je pèse 2,5 kg et mesure 46 cm. T'as l'air d'être bien comme il faut, ma chérie. Elle a tout ce qu'il faut, parfait. Bah oui. Bravo. Étiquette. Toutes ces informations sont consignées sur cette fiche. Il y a des codes couleurs? Rose pour les filles et bleu pour les garçons. C'est un grand classique? C'est des coutumes, c'est des coutumes qui existent, qui sont perpétuées depuis des années. Elle est bien là. Rose pour les filles et bleu pour les garçons, une évidence. Ici, comme dans 90% des maternités, c'est le code couleur indispensable pour identifier les nouveau-nés. Telle une princesse en rose. Voilà, Choupinette, on va aller voir maman? Mais pour cette petite fille, ce code couleur pourrait avoir des conséquences financières. Et si ces deux coloris créaient une discrimination économique entre les sexes? Depuis une dizaine d'années, de nombreux secteurs industriels ont vu dans ce code couleur le moyen d'attirer les consommateurs. Du rose quand on s'adresse aux filles et du bleu pour les garçons. Maintenant, les enfants, ils arrivent dans une société qui est non mixte, où leur univers, il est segmenté en fonction de filles ou de garçons. Et ça, c'est dommage. On trouve des produits de beauté pour hommes ou pour femmes, des chocolats pour filles ou garçons, des jouets roses ou bleus. Et surprise, ils ont parfois des prix bien différents. Depuis septembre 2014, les associations crient au scandale. Elles dénoncent des prix plus élevés sur des produits féminins. On parle alors de taxe rose. Elle provoque un tollé médiatique. Le constat est sans appel, c'est beaucoup plus cher pour les femmes que pour les hommes et souvent, le service ne le justifie absolument pas. Les politiques s'emparent de la question. Pascale Boitard, l'ancienne secrétaire d'État aux droits des femmes, va même jusqu'à dénoncer le phénomène sur Twitter. Le gouvernement lance alors une grande étude. Nous verrons ce qu'elle révèle. En parallèle, nous menons notre propre enquête. Peut-on parler de discrimination entre les sexes? Ce ne serait pas si simple. Au fil des mois, nous allons découvrir les stratégies d'un marketing genré. Un marketing orienté en fonction de notre genre, féminin ou masculin. Je dirais que depuis quelques années, c'est un retour en force énorme. Et si on prend il y a 20 ans, il était quasi inexistant. Ce marketing genré ne serait pas sans lien avec la manière dont sont fixés les prix. Nous avons cherché à comparer des produits a priori identiques. Nous allons vous raconter comment, grâce au marketing genré, les industriels se font beaucoup d'argent. Pour débuter notre enquête, nous avons voulu comprendre comment tout ça a commencé. L'affaire éclate à l'automne 2014. Un collectif féministe, les Georgette Sand, dénonce sur Internet des prix plus élevés pour les femmes sur un certain nombre de produits de consommation. Les Georgette Sand, on les connaît d'abord pour leur récent combat contre la taxe tampon. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose parce que c'est vraiment un produit de première nécessité, la protection périodique. Voilà. Mais depuis des mois, leur cheval de bataille, c'est la lutte contre cette taxe rose. Nous avons rencontré Gaëlle Coureau. Elle a été l'une des premières à constater des écarts de prix entre plusieurs produits, hommes et femmes. La taxe rose, ça a démarré pratiquement à la naissance de Georgette Sand. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans les magasins que nous, on fréquentait au quotidien, il y avait ce type de différence. On s'est dit, c'est quand même dingue qu'un sujet comme ça qu'on n'en ait jamais parlé en fait. Et on l'a tout de suite identifié comme potentiellement un effet caché des inégalités entre les femmes et les hommes et qui nous semblait important parce que c'est un sujet économique et que pour nous, les sujets économiques sont vraiment très importants parce que c'est aussi un
un levier de changement. C'est-à-dire que tant qu'on ne considérera pas que les femmes et les hommes doivent être égaux aussi économiquement dans notre société, eh bien on acceptera toutes les autres formes d'inégalité. Ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est cet article de Forbes, un grand magazine américain. En 2012, il déclare que les femmes américaines payent 1 400 $ de plus que les hommes chaque année pour leurs produits de consommation. On parle alors de woman tax. Il y a quelques mois, la ville de New York lance une grande étude révélant que les articles pour les femmes coûtent en moyenne 7% de plus que des produits similaires pour hommes. Now, a new study finds women pay more than men for the same products. À l'origine de ce combat, la responsable de la consommation de la ville de New York, Julie Menin. For example, a scooter marketed to girls was $49, and the exact same scooter that's just painted red was $24. And we really saw this time and time again. Il y a 20 ans, la ville avait déjà interdit les prix genrés pour les salons de coiffure, d'esthétique et les pressings. Julie Menin s'attaque maintenant aux produits de grande consommation. Dans son étude, on trouve des exemples de prix différents pour des jouets pour enfants, des vêtements ou encore des produits de soins et d'hygiène. We sent letters to the CEOs of all the manufacturers asking them to change this pricing. Pour l'instant, aucun industriel n'a modifié les prix de ces produits. En France, qu'en est-il exactement? Le prix de nos produits de consommation dépend-il toujours de notre genre? Le premier secteur pointé du doigt par les associations, c'est le monde des jouets. On y trouverait des jeux identiques en version filles et garçons, mais à des prix différents. Nous nous sommes interrogés sur le code couleur utilisé par les marques. Cette utilisation du rose pour les filles et du bleu pour les garçons est-elle basée sur les envies des enfants? Ces goûts seraient-ils génétiques? Nous allons à Genève rencontrer Anne Daflon-Novel. Elle est sociologue. Pour elle, ce code couleur est en fait très récent. La meilleure preuve, c'est de revenir un siècle en arrière. Les enfants n'étaient pas différenciés dans les premières années de leur vie, que ce soit par la coupe de cheveux ou bien le type de vêtements portés. C'est-à-dire, on laissait pousser les cheveux aux enfants, ils habillaient tous en robe, le blanc était la couleur de l'enfance, mais il y avait quand même un système de rubans qui ornait les vêtements des filles et des garçons. Et là, si on s'intéresse au code couleur de l'époque, eh bien, les filles avaient plutôt des rubans bleus, et les garçons, des rubans rouges délavés, pouvant tirer un peu vers le rose. Et là, l'explication est la suivante. Le bleu, c'est la couleur de la Vierge. Et le rouge, donc rouge délavé, renvoie plus au domaine guerrier. Et donc au tempérament, soi-disant, guerrier des garçons. Et si on remonte encore plus loin, l'histoire a vu ces petites filles habillées en bleu. Et plus étonnant encore, les futurs rois prenaient la pose dans des habits roses. On ne sait pas exactement quand ni pourquoi les couleurs pour les filles et les garçons ont permuté. Mais pour les industriels, ce code couleur est devenu une arme redoutable pour nous vendre 2 fois plus de produits. Et si cette utilisation à outrance du rose et du bleu était à l'origine de la taxe rose? Nous nous rendons au salon Kidexpo, qui réunit chaque année tous les professionnels du jouet. Ici, on n'échappe pas aux stéréotypes habituels. Les stands pour les filles sont roses et les animatrices déguisées en fées. Chez les garçons, on propose des jeux un brin plus violents. Mais l'exemple le plus flagrant de cette séparation est quelques mètres plus loin, chez un géant du jouet, Lego. Ici, l'espace réservé aux filles est très visible grâce à ses couleurs pastel et aux figurines géantes. Bienvenue dans l'univers des Lego Friends, une gamme entièrement dédiée aux filles, où les héroïnes vont au café, boivent des smoothies ou se font coiffer. Le directeur marketing, Stéphane Knapp, assume d'avoir créé une gamme uniquement pour les petites princesses. Ça a été une forte demande qu'on a eue de la part des consommateurs et en particulier
des parents qui nous disaient vous êtes gentils, légaux, mais vous êtes très très masculins. Donc on a réfléchi et la seule chose qu'on a changé, c'est qu'on a fait une figurine un petit peu plus fine et moins carrée parce que les petites filles s'identifiaient mieux sur une figurine comme ça. Là, elles peuvent créer leur propre univers comme leur petit frère pouvait créer son propre vaisseau spatial ou autre. Proposer une gamme uniquement pour des filles et une autre pour des garçons s'est révélé très rentable. En 4 ans, Lego a augmenté son chiffre d'affaires de 52%. On sait très bien que segmenter les choses en marketing va faire qu'on va en vendre 2 fois plus. Du coup, ils ont voulu le décliner à tous les secteurs du jouet. Les jouets sportifs, les jouets pour les jeunes enfants, etc. Diviser le marché en 2 catégories, garçons et filles, est devenu la norme. Une stratégie commerciale qui coûterait très cher aux consommateurs. Pour le vérifier, nous allons dans le nord de la France, près de Lille. Nous y rencontrons 3 enfants, Adèle, 7 ans, Basile, 5 ans, et la petite dernière, Margot, 2 ans. Adèle, Basile et Margot, vous venez? On va faire la liste au Père Noël. Ouais. Tu viens? Comme chaque année, à quelques semaines des fêtes, Tu vas t'asseoir à table? Amandine, leur maman, distribue les catalogues de jouets. Vous regardez? Assieds-toi bien. La couleur des pages leur indique facilement à qui s'adressent les jouets. Il y a les jouets pour filles. Lui aussi, il est beau. On va gribouiller toutes les têtes de bébé. Une maison de Mickey, de filles, pas Mickey. Pourquoi c'est une maison de filles, celle-là? Parce qu'il n'y a pas Mickey et c'est rouge. Ouais. Et les jouets pour garçons. C'est des garçons et c'est des chevaliers. C'est pour moi? Oui. Ouais, des poupées. Cette séparation se retrouve ensuite dans tous les magasins de jouets. Quand elle va acheter les cadeaux de ses enfants, Amandine peut difficilement s'égarer. Alors ici, c'est assez pratique parce qu'on a, comme vous le voyez, le rayon garçon. Donc c'est assez facile, hein, c'est voiture, figurine et là Lego. Donc on va s'y retrouver assez facilement. Là, les coloris s'adaptent vraiment au public. On va regarder pour les filles. Là, vous allez voir, la transition, elle va être assez violente. Donc là, on nous indique que c'est filles, mais je crois que de par la couleur, on aurait deviné, si je puis dire. En séparant les jeux pour filles des jeux pour garçons, les industriels ont réussi à conditionner les goûts des enfants pour vendre aux parents toujours plus de jouets. On a la Reine des Neiges ou la Avengers. Donc effectivement, mon fils va choisir celle-là, ma fille va choisir celle-là. Même chose ici, hein, je vois mal mon fils avec les rollers Hello Kitty. C'est plus une question de la perception extérieure, en fait, au final. Parce que moi, en soi, ça va pas me gêner qu'il y ait un de ses copains qui lui dise « Ah, mais t'as vu, t'as des rollers ou une trottinette rose ». Mais lui, peut-être qu'en tant qu'enfant, il va se dire on a ri de moi parce que ma maman, elle m'a filé un vélo rose ou une trottinette rose et c'est pas chouette ». On s'adapte aussi à ça parce qu'on n'a pas envie que nos enfants soient sujets à moquerie pour des choses comme ça, pas très graves, au final. Mais ça fait toujours consommer plus. Vélo et trottinette des 2 couleurs pour les 2 sexes. Et ça vaut pour quasiment tous les jouets. Le petit vélo, c'est vraiment, je dirais, l'exemple tout à fait frappant. Avant, le petit vélo, pour apprendre à faire du vélo, il était rouge, basique, il avait 2 petits trous derrière. Maintenant, trouver ce petit vélo-là, ça relève vraiment de la gageure. Vous allez soit trouver le vélo rose Barbie, soit le vélo bleu Spider-Man. Donc, pourquoi, en fait, est-ce que l'industrie du jouet a créé ces 2 vélos? Eh bien, simplement pour pouvoir en vendre 2 fois plus. Et pourquoi est-ce que ça marche? Imaginez une famille où vous avez 2 enfants. D'abord une fille et ensuite un garçon. Donc, pour leur fille, automatiquement, les parents auront acheté le vélo rose Barbie. Évidemment, ils avaient le choix entre le rose Barbie ou bien le bleu Spider-Man. La fille apprend à faire du vélo. Elle est plus grande, maintenant c'est au tour du petit frère d'apprendre à faire du vélo. Est-ce que vous pensez qu'il va être d'accord d'apprendre à faire du vélo sur le vélo rose Barbie? Jamais de la vie. Donc du coup, que vont faire les parents? Ils vont racheter un vélo. Donc automatiquement, on vend 2 fois plus d'objets. Cette segmentation s'avère très lucrative. Depuis environ 10 ans, l'industrie du jouet a augmenté ses ventes de plus de 20%. Mais pour faire des bénéfices, les industriels ne s'arrêtent pas là.
Au cours de notre enquête, nous avons constaté des différences de prix entre des jouets identiques en modèle filles et garçons. Comme cette trottinette, vendue 6 € plus cher que son équivalent en bleu. Comment cette grande chaîne de jouets justifie-t-elle ces écarts de prix? Franck Maté est le directeur des ventes. Nous avons voulu le faire réagir face à cette surprenante découverte. Ah oui, tiens, c'est bizarre. Comment vous l'expliquez? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut qu'on vérifie. Nous lui montrons d'autres exemples que nous avons constatés dans ces magasins, comme ces rollers dont la paire rose coûte 5 € de plus que la bleue. Il faut qu'on pose des questions. Alors après, il y a peut-être des questions de volume aussi, compte tenu du fait que sur certains modèles, vous avez des ratios de vente qui ne sont absolument pas les mêmes. Donc vous avez des quantités produites qui ne sont pas les mêmes. Effectivement, vous avez un prix d'achat au départ qui va être différent, donc ça va se ressentir dans le prix de vente. Sur des produits qui sont a priori mixtes, mais qui sont typés soit garçons, soit filles, c'est souvent les garçons qui sont les plus gros volumes. Si l'on comprend bien, la logique industrielle est la suivante. Le bleu étant produit en plus grande quantité, ses prix de vente seront toujours plus bas que des produits roses équivalents. Découper le marché en 2 catégories, filles et garçons, peut donc créer des inégalités de prix. Et le marketing genré ne se limite pas aux jouets pour enfants. Pour comprendre comment il a infiltré toute notre consommation, nous avons rendez-vous à l'École supérieure de commerce dans le 11e arrondissement. C'est l'une de ces grandes écoles où les entreprises du CAC 40 recrutent leurs cadres. 3 questions. La première qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un concept? Elisabeth Tissier-Desbordes est professeure de marketing. Alors, qu'est-ce qui fait la valeur d'un produit? C'est un merveilleux sujet, énorme, parce que qu'est-ce que c'est que la valeur? Alors, Elle enseigne les codes du marketing genré depuis plus de 20 ans. Le marketing genré s'est plus développé ces dernières années parce que la plupart des marchés sont à maturité. Si on arrive à détecter que les femmes ou les hommes ont des attentes en matière de dentifrice différentes les uns des autres, à ce moment-là, on va faire des produits qui vont être genrés et souvent, on va faire des produits plus chers, ce qui permettra d'augmenter les marges. Le marketing genré est notamment très présent dans nos produits de beauté. Les marques de cosmétiques ont toutes la même stratégie. Elles ont mis en place des codes d'identification très clairs en fonction de leur cible. En fonction du positionnement du produit, on aura plus ou moins de richesse ou d'originalité dans le design, dans les matériaux utilisés. On va souvent avoir des formes qui vont être plus féminines que masculines. Alors on va trouver aussi souvent plus de brillants, plus de paillettes, côté un petit peu princesse. Les grandes marques savent qu'un achat sur 2 est impulsif. Pour séduire le consommateur, il faut attirer son attention avec des emballages attrayants et un vocabulaire choisi en fonction du sexe. Aux femmes, on leur parle de protection, alors qu'aux hommes, on leur évoque la précision. Là, on est dans l'imbattable. Alors, ce qui est intéressant, quand on s'adresse aux hommes, souvent, on va valoriser l'homme. C'est-à-dire, il est fort, il est expert, il est imbattable. Alors que la fille, elle est surtout belle. Donc là, elle brille, elle est dans le gloss. Et puis, on a les couleurs sombres et le fameux rose. Nous avons voulu savoir comment le marketing genré se traduisait dans une grande surface. Et si des écarts de prix existaient également. Amélie et Nicolas vont jouer pour nous le rôle d'acheteurs. Nous leur donnons à chacun la même liste de produits cosmétiques de marques de distributeurs. Nous avons choisi volontairement des produits utilisés aussi bien par les hommes que par les femmes. Alors donc un déodorant, 10 rasoirs et la mousse à raser. Bon, parti. Nous les suivons dans ce grand magasin parisien en caméra cachée. Vous allez voir que le marketing genré détermine nos intentions d'achat. Nicolas se dirige vers le rayon pour hommes. On peut voir que c'est quand même une dominance bleue pour les hommes. C'est assez marqué, on a toujours les images un petit peu barre de 3 jours. Dans cette enseigne, on a toujours distingué les produits pour hommes des produits pour femmes.
Les rayons sont d'ailleurs indiqués très clairement et leur couleur ne laisse aucun doute sur le destinataire. En séparant les rayons de plusieurs mètres, il devient difficile pour le consommateur de comparer les prix des produits. Qu'est-ce que vous voyez? C'est très rose, donc voilà, côté femme, pas de problème. Chacun les choisit donc dans son rayon. Ils vont ensuite pouvoir confronter leur ticket de caisse. Alors, donc les rasoirs, alors ça n'existait pas par 10, donc du coup j'ai 2 paquets de 5. La mousse à raser et le déodorant. Vous en avez eu pour combien? Et j'en ai eu pour 9,34 €. Donc 10 rasoirs jetables, et 10, la mousse à raser, le déo, et donc 6,68 €. Et une grosse différence. Plus de Ça 2 fait €, ouais. plus de 2 €, oui. Parce qu'on a les mêmes énorme. produits au final et moi je pensais pas que ça faisait autant, vraiment. Ça fait beaucoup de différence. Amélie, est-ce que quand vous achetez un produit pour femme, ça vous correspond plus? Oui, oui je pense. Je me verrais pas, si j'achète moi une crème, pour moi c'est pas la même crème que pour toi. Oui, forcément, On a on s'identifie chacun- toujours un petit peu avec les codes couleurs et tout ça, c'est vrai que c'est... Oui voilà, les Forcément. parfums, le packaging, tout c'est féminin ou c'est masculin. Mais Tu n'irais pas forcément prendre un déo homme Non. pour toi. Ah non, 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 Vous diriez vraiment que pas. ça marchera pas sur vous? Si, j'imagine que ça fonctionne, mais Ça n'aura pas les bonnes odeurs. que c'est pas adapté à moi en tout cas, je pense. Ouais, ouais. Oui, non, je le ferai pas, c'est vrai. Ces écarts de prix sont-ils vraiment justifiés? On a sélectionné les mêmes produits dans des rayons hommes et femmes. On a passé au crible des grandes marques et des marques de distributeurs, des crèmes de jour, des shampoings et même des dentifrices. Les versions pour femmes étaient généralement les plus chères. Leurs ingrédients sont-ils pour autant différents des produits pour hommes? On a tenté de déchiffrer les étiquettes, mais on n'a pas compris grand-chose. Isobutane, géraniol, diméthiconol, copolymère. Pour comprendre, nous sommes allés à Lille, à la rencontre d'un spécialiste des cosmétiques. Aqua, de l'eau, palmitique acide, un dérivé d'huile de palme. Julien Québec est journaliste et depuis quelques années, il s'est lancé dans la promotion de produits de beauté naturels et écologiques. Il va décrypter pour nous les étiquettes de plusieurs produits qui ont attiré notre attention. L'astuce consiste à surtout s'intéresser aux 6 premiers. Pourquoi? Parce que cosmétologiquement parlant, les 6 premiers, bon an, mal an, c'est toujours plus de 75% de la formule. Nous commençons par la mousse à raser achetée par Amélie et Nicolas à Paris. On est vraiment toujours pareil. Après, il y a une différence, mais on est déjà beaucoup plus loin dans la formule. Ici, le gel moussant à raser pour femmes contient de la protéine de soie ou un dérivé de soie. Il n'y a pas ça dans ce produit-là. Amélie avait acheté sa mousse à raser 2,99 €, alors que Nicolas l'avait payé 1,94 €, soit plus d'1 € de différence. La présence de dérivés de soie, ici, ne peut pas justifier une différence de prix aussi importante. Je suis toujours étonné de voir qu'on prend les consommateurs pour des dupes. Si c'était moins cher ça et que j'étais une femme, ben je prendrais celui-là. La chaîne de magasins où Amélie et Nicolas ont acheté leur gel à raser a refusé de nous donner une explication. Nous avons voulu savoir si dans le milieu de la grande distribution, tout le monde appliquait la même stratégie. Dans ce supermarché, plus de 8000 produits hygiène et beauté sont référencés, avec ici aussi des rayons hommes d'un côté et femmes de l'autre. Mais le directeur du magasin est gêné par ce positionnement. Pourquoi est-ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments de gel douche? Ce sont effectivement les industriels qui, parfois, font du marketing pour faire du marketing. Je crains qu'il y ait un certain nombre de produits qui soient les mêmes dans les bouteilles, qui soient 3 fois le même à 3 ou 4 endroits du rayon. Et ça, c'est du mauvais marketing. Selon lui, il n'a pas le choix. Ce sont les marques qui décident de leur emplacement et du prix de vente de leurs produits. Le grand scandale, c'est les rasoirs. En gros, pourquoi les rasoirs Gillette pour femmes sont plus chers que les rasoirs Gillette pour hommes? Eh ben, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont
eux, ils réussissent à déterminer, à justifier en marketing a posteriori le fait que ça se vend très bien comme ça, que s'ils baissent le prix, ils n'en vendent pas plus. Et on tente de nous faire croire qu'effectivement, il y a des différences intrinsèques au produit qui justifient ces écarts de prix. Je pense que vous, comme moi, on a bien compris que c'était pas ça. Gillette n'a pas souhaité nous donner une explication. Sur les produits de marque de distributeurs du magasin, nous n'avons constaté aucune différence de prix entre hommes et femmes. En revanche, nous avons repéré des écarts de prix surprenants parmi les plus grands noms de la cosmétique, comme ces crèmes hydratantes du numéro 1 mondial. Là, la base de formulation est la même. On a de l'eau, de la glycérine. Là où il y a une différence quand même entre les deux produits, c'est que dans le produit féminin ici, on a un extrait de racine de pivoine qui est placé relativement haut dans la formule. On va retrouver un extrait végétal aussi ici, c'est de l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est normal que ce produit soit un peu plus cher selon moi, en termes de coût. Mais très peu, c'est quand même à la marge. Ce qui nous étonne, c'est que la crème pour femme est à 19,50 €, alors que celle de l'homme coûte 9,90 €. Clairement, c'est pas possible d'expliquer une telle différence de prix, puisqu'on est sur une différence en termes d'ingrédients qui se situe à la marge, en dessous du 1%. Les principes actifs, différents dans les produits hommes et femmes, n'expliqueraient donc pas une telle différence de prix de vente. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments dans la confection du produit qui justifieraient cet écart de prix? Seul moyen pour nous d'en savoir plus, aller voir un fabricant. Pendant des semaines, nous avons tenté de convaincre plusieurs industriels de nous expliquer les différences de fabrication entre des produits hommes et femmes. Aucun n'a souhaité nous répondre. Les marques cultivent le mystère. Un laboratoire parisien a tout de même accepté de nous dévoiler les secrets de fabrication des produits cosmétiques. Ici, des chimistes élaborent des formules pour la plupart des grandes marques françaises. Ils tairont leur nom. Les marques n'aiment pas que l'on sache qu'elles font appel à des sous-traitants. Nous sommes accueillis par Clémence de Longvilliers, la responsable du laboratoire. Ce matin, elle travaille sur une crème hydratante pour hommes. On est sur une formule qui contient une quantité d'eau assez importante. On est sur une texture assez légère, pas trop riche, pas trop nourrissante et avec une petite quantité de phase grasse. Voilà, le but c'est d'avoir une hydratation mais aussi un effet frais à l'application sans qu'il reste trop de produits sur le visage. En matière de soins, hommes et femmes n'auraient pas envie des mêmes sensations sur leur peau. Selon Clémence de Longvilliers, ce qui change c'est donc l'aspect du produit, son odeur, plus que son efficacité. Les produits pour hommes, en général, on va être sur des textures qui sont légères, évanescentes. On appuie sur le côté non gras, non collant, qui est vraiment important pour le produit. On est sur des parfums qui vont être plutôt frais, plutôt toniques. Et pour les femmes ? Et pour les femmes, au niveau des produits, on est sur des textures qui sont un peu plus riches, nourrissantes. On va chercher à ce que la peau soit plus hydratée, plus souple immédiatement et qu'il reste un film doux sur la peau, avec des parfums un peu plus fleuris, fruités. Donc on va être dans des colorations, dans les roses, orangés. Sur certains produits, les formules peuvent être différentes. Mais pour autant, ces disparités de fabrication jouent-elles un rôle dans le prix de vente ? C'est vrai qu'entre un produit sous cette forme en gel qui se fabrique à froid et une émulsion de ce type, on passe beaucoup plus de temps à l'usine et donc c'est des formules qui sont plus coûteuses. Ça peut représenter beaucoup par rapport à un prix de vente ? Le prix de la fabrication du produit ainsi que le prix de la formulation vont quand même entrer dans une proportion assez faible dans le prix de vente du produit. De simples formules chimiques qui ne coûtent finalement pas très cher aux marques. Pour un produit autour de 10 €, la fabrication leur coûterait entre 1 € et 1,50 €, que ce soit un produit pour femmes ou pour hommes. Le contenu du produit n'expliquerait donc en rien les différences de prix. Alors comment les grandes marques justifient de tels écarts ? Après plusieurs semaines de négociations, L'Oréal a finalement accepté de nous accorder une interview. Grégory Benoît est directeur marketing. C'est lui qui a créé toute leur gamme de soins pour hommes. Et il en est très fier. J'ai ce qu'il faut dans la main pour après appliquer la juste dose. Vous passez la main 1 à 2 fois sur le visage. C'est
instantanément absorbé par la peau. Il faut que ça soit hyper simple. Simple à utiliser, simple à comprendre. J'ai remarqué que sur les produits cosmétiques pour hommes, souvent ils sont un peu moins chers que des produits cosmétiques pour femmes. Comment est-ce qu'on l'explique? Je vous avoue que le positionnement prix, plus qu'une différence homme-femme, c'est vraiment propre à chaque positionnement de marque. Nous lui avons amené les 2 crèmes de la marque qui nous ont interpellés. Celle pour femmes payée 19,50 € et celle de leur gamme pour hommes achetée 9,90 €. Regardez ce qu'il y avait dedans et on s'est aperçu que à 80% du produit, c'était un peu la même chose. Moi, je me demandais d'où venait cet écart de prix, du coup. Alors d'abord, des 20% restants. Écoutez, en termes de formule, je ne suis peut-être pas le plus à même pour vous répondre sur les produits femmes en question, parce que je suis responsable et en charge de la cosmétique masculine. Les produits se ressemblent beaucoup. Est-ce que moi, en tant que femme, j'ai pas intérêt à mettre sur ma peau le produit homme qui est 10 € moins cher? Non, parce qu'en termes premièrement, en termes de sensorialité, vous n'allez pas vous y retrouver. Pardon. En termes de parfum, pas du tout. Et en termes de résultats attendus, encore une fois, comme les types de peau, hommes-femmes sont différents. Les processus de vieillissement de la peau d'un homme et de la peau d'une femme sont différents. Ça répondra de toute façon pas à vos besoins. Et c'est valable dans les 2 sens. Est-ce que vous pouvez me montrer des études indépendantes qui ont été faites qui me prouvent que si une femme utilise un produit homme moins cher, ça ne va pas marcher sur elle? Non. Impossible de savoir si les produits pour hommes, souvent moins chers, ne sont pas tout aussi efficaces sur la peau des femmes. Selon Grégory Benoît, la différence de prix se justifie autrement. Vous payez toute la recherche. Et croyez-moi, ce n'est pas une petite part parce que c'est un produit qui a demandé en amont 5, 7, 8, j'en ai certains qui arrivent 10 années de recherche de nos laboratoires. Et tout ça, ça a une grande valeur. L'innovation, le coût de la recherche et du développement, c'est l'argument sans cesse mis en avant auprès des consommateurs. Pourtant, en examinant leur rapport financier 2014, c'est l'investissement le plus faible, 3,4 %. Un autre domaine semble lui plus prioritaire, les frais promotionnels, autrement dit la publicité et le marketing. En 2014, L'Oréal a dépensé plus de 6,5 milliards d'euros. C'est le poste de dépense le plus important. Ces investissements en communication pourraient-ils expliquer que les produits pour femmes sont généralement plus chers? Nous avons rencontré un ancien salarié d'un grand groupe de cosmétiques. Antoine de Gabrielli a travaillé pendant plusieurs années pour des marques de soins et de parfums. Selon lui, les publicités à grand renfort de stars, comme ici Charlize Theron, feraient grimper la note. Je pense d'abord que le marché des cosmétiques pour femmes est beaucoup plus gros que le marché des cosmétiques hommes. Donc bien évidemment, les campagnes de communication n'ont pas les mêmes enjeux. Donc on va beaucoup plus investir en communication publicitaire, par exemple, pour des produits féminins. Les investissements peuvent être très différents, en fait, selon qu'on a une campagne homme ou une campagne femme. On aura tendance souvent, vis-à-vis des femmes, à raison ou à tort, en général à raison, parce que les marques ne sont pas stupides, on aura tendance à investir sur tout ce qui contribue à mettre en valeur le corps, la beauté et la capacité de séduction. Dans toutes les marques de cosmétiques et de beauté, on vend beaucoup de rêves, donc les coûts sont forcément très importants. Donc la femme paye toute la publicité, toute la communication qui est autour, elle paye les équipes marketing qui ont réfléchi au produit. Donc le contenu du produit par rapport à toutes ces dépenses, c'est un tout petit pourcentage. Ce rêve que les marques nous survendent dans leur publicité, les femmes le payent donc très cher. Cela représenterait 15% du prix du produit. Mais ces frais de communication, plus élevés dans les produits féminins, ne seraient pas la seule explication. Nous avons découvert que pour fixer le prix d'un produit, les marques auraient une méthode peu connue des consommateurs. On l'appelle le prix psychologique. C'est combien une consommatrice ou un consommateur est prêt à payer. Et c'est une des méthodes de fixation des prix qui est bien évidemment fréquemment utilisée. Donc c'est de se dire non pas combien me coûte à fabriquer un produit, mais une consommatrice arrive devant un rayon, elle a le choix entre 4 produits, lequel va-t-elle acheter compte tenu de son prix?
Une marque vend le produit au plus haut prix possible à sa cible. Si elle sait qu'elle a un argument qui lui permet de manière relativement crédible de proposer un plus séduction ou un plus valorisation de mon corps et de moi-même, elle va le faire, elle va l'utiliser. Succombez parce que vous le valez bien. Les marques partent d'un principe simple. Si la consommatrice accepte de payer plus, pourquoi s'en priver ? Alors, elles sont prêtes à payer plus cher parce que ça fait quand même des années qu'on leur répète à ces femmes qu'il faut absolument qu'elles prennent soin d'elles, que c'est important d'être belles. Donc, il y a quand même tout un discours qui est porté depuis une centaine d'années maintenant. Les hommes, ce discours de sophistication de l'homme est un discours beaucoup plus récent, mais qui commence à marcher. Mais en se laissant prendre au jeu de la beauté et de l'apparence, les femmes ne sont-elles pas aussi responsables ? À la tête d'une des plus grandes agences de publicité parisiennes, Catherine Emprunt sait qu'il n'est pas si facile de proposer autre chose aux femmes qu'un rêve de beauté. Et pourtant, certaines marques ont essayé. On a assisté ces dernières années un peu à un bouleversement de codes, ou en tout cas une rupture des codes, qui a été donnée principalement par une marque qui s'appelle Dove, et qui nous a proposé des modèles de femmes complètement en rupture avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Mes grosses pommes. Grosse cloche. À la fois, ça a fait vachement de bien aux femmes, et puis en même temps, c'est pas tout à fait exactement le rêve de beauté qu'elles ont en tête. À la fois, elles ont adoré la libération, l'espèce d'affranchissement des injonctions et des dictates que Dove leur proposait. Mon popotin, c'est comme un château gonflable. Et en même temps, elles continuent d'acheter L'Oréal. Et nos yeux attirent tous les regards, parce que nous le valons bien. L'idée qu'elles le valent bien, c'était quand même un truc fort, c'est-à-dire vous le méritez, en fait. C'est ça qu'on leur vend aussi, une certaine image d'elles-mêmes. Elles sont toujours prises par cette pression sur la beauté, par ce rêve qui est fondamental, on va dire. La taxe rose s'appuierait ainsi sur ce rêve de beauté et d'éternelle jeunesse pour gonfler les prix des produits féminins. À ce stade de notre enquête, nous nous sommes demandé s'il existait une taxe rose dans d'autres secteurs de notre consommation. De nombreux services pratiquent aussi des prix différents en fonction de notre sexe, comme les coiffeurs. La plupart proposent un tarif plus élevé pour une coupe femme. Comment le justifie-t-il ? Dans l'Est parisien, un coiffeur a accepté de nous accueillir dans son salon. Cédric manie ciseaux et autres tondeuses depuis 12 ans. Ça va, je tire pas trop, c'est bon. Ici, on coiffe 70% de femmes pour 30% d'hommes. Et les prix peuvent aller du simple au double. Alors, les tarifs pour les hommes vont de 38 € à 45 €. Pour les femmes, au niveau des tarifs, on est de 52 à 75 €. Shampoing, coupe, coiffage. Des prix qui arrangent bien Benjamin. Il vient se faire couper les cheveux tous les 3 mois. Est-ce que vous accepteriez de payer 10 € de plus, par exemple ? Pas dans l'absolu, mais pourquoi ? Enfin, si ça devait être ce prix-là, oui. Je reviendrai de toute manière chez la même personne qui me connaît et qui sait comment me coiffer, quoi. 38 €, s'il te plaît. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, là. Pour Aurore, la note va être nettement plus salée. D'accord. Bon. Quelles sont les envies du jour aujourd'hui ? Ce matin, elle a décidé de changer de tête. Coupe, maximum. Couleur. Okay. Après plusieurs minutes de discussion, les coiffeurs lui établissent un devis. Je te la suis. J'ai fait 2 devis aujourd'hui. Donc, le balayage, shampoing, soin profond, coupe et brushing ou séchage naturel. 37 € pour la coupe, plus 17 € pour le brushing. En ajoutant la couleur et les soins, la facture s'élève à 186 €. Une différence de prix que les coiffeurs assument. Il y a du savoir-faire, une question de temps. On va peut-être prendre un peu plus de temps chez la femme pour lui couper les cheveux, pour sculpter sa texture. En moyenne, une coupe femme lui prendra 45 minutes, alors qu'une coupe homme durera 30 minutes. Mais au-delà du temps et des compétences du coiffeur, il y a une autre explication à ces écarts de prix. Une explication plus personnelle.
Le cheveu chez la femme est un bijou, un ornement, c'est un atout de séduction. Et si on le touche, c'est qu'elle a confiance en nous. Ça permet de justifier aussi le tarif. Si elle vient chez un tel ou tel coiffeur, c'est qu'elle va attendre, certes, le bon coup de ciseau, mais tout ce qui est autour. Est-ce que je te refais un autre café? Oui, je veux bien. Ouais. Des arguments peu objectifs. Une fois encore, les femmes payent surtout très cher l'importance qu'elles accordent à leur apparence, ce fameux prix psychologique. Il y a un autre commerçant qui pratique aussi des prix en fonction du genre, le pressing. La différence de prix n'est pas aussi explicite que chez les coiffeurs, mais vous allez voir que le sexe du client peut vite faire grimper la note. Nous décidons de faire un test à l'aide d'une caméra cachée. Nous avons acheté au rayon homme d'un grand magasin une chemise noire en taille XS. Nous la portons à nettoyer dans plusieurs pressings. Bonjour madame, j'ai cette chemise à faire nettoyer, je voulais savoir combien ça coûtait chez vous. 3,40, c'est chemise femme? Oui. 4,50 chemise femme, chemise homme 3,40. Qu'est-ce qui change? Chemise femme, un peu c'est compliqué au repassage, tout ça. Merci, bonne journée madame, au revoir. Nous avons cherché à savoir si ce discours était généralisé. Bonjour madame. Pendant plusieurs mois, nous avons testé de nombreux pressings. Ça coûtait chez vous? C'est un chemisier femme? Ouais. 2,95. 3,75, pardon. 2,95 c'est pour les hommes? Voilà. Pourtant, certains, en voyant la forme très simple de notre chemise, ont appliqué le même tarif que pour les hommes. Ça allait que je veux faire une 4,50 aussi parce que c'est pas une chemisier. Au total, sur 20 pressings testés, 5 d'entre eux ont appliqué un tarif plus élevé. Dans les 3/4 des cas, les pressings que nous avons été voir ont donc fait preuve d'honnêteté. Ces questions d'inégalité des prix, le secrétariat des droits des femmes se les sont aussi posées. À l'automne 2015, il a lancé une vaste enquête, à la fois sur des produits cosmétiques, mais aussi sur des services comme le garage ou le serrurier. Nous avons souhaité vérifier ce qu'avait pu soulever comme sujet le collectif des Georgettes Sand, qui était à la fois de déterminer s'il existait une taxe dite rose, à savoir des produits identiques que pour des femmes ou pour des hommes, et s'il y avait un différentiel de prix parce que c'était un produit qui était par exemple en rose. Pendant plusieurs mois, ces services ont enquêté auprès de nombreux distributeurs et industriels. Ce qui est révélé sur certains produits ou certains services, il est vérifié effectivement qu'il peut y avoir des distorsions, mais dans un sens comme dans un autre, à savoir soit au profit des femmes, soit au profit des hommes, et sur des cas extrêmement limités. On ne peut pas parler d'une taxe rose comme peut-être dans d'autres pays, ça a été le cas. Si les écarts de prix restent incompréhensibles dans certains domaines, comme les produits de beauté, selon eux, il est impossible d'établir l'existence d'un phénomène global de woman tax, les disparités entre les sexes pouvant être défavorables aux hommes ou aux femmes selon les produits. Mais dans le domaine des jouets, leur rapport est inquiétant. On constate qu'il peut y avoir un sujet lié au marketing genré. Est-ce que les petites filles, les petits garçons doivent se voir imposer dès le plus jeune âge le fait qu'on les met bien dans des petites cases et que telle ou telle couleur leur est attribuée ou tel produit leur est attribué? C'est un peu un conditionnement de la consommation dès le plus jeune âge. Comme le ministère, nous avons découvert que le marketing genré avait des conséquences bien plus inquiétantes que de simples écarts de prix. Selon Anne Daflon-Novel, cette segmentation du marché du jouet aurait un impact sur les capacités des enfants. Le fait qu'il existe des jouets différents, donc qui vont cibler les filles et les garçons, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui a des implications. On peut penser en termes de développement de compétences. Les jouets qui sont vendus au rayon garçon vont beaucoup plus permettre la manipulation d'objets dans un espace en 3 dimensions. Donc, on va développer des compétences de type mathématiques, spatiales et techniques. Alors que les jouets qui sont vendus au rayon filles, comme la petite épicerie ou bien la dinette, on va plutôt jouer à plusieurs.
On va imiter les parents en train de faire les courses ou bien les parents en train de mettre la table ou de faire à manger. Comme automatiquement on va utiliser le langage, on va aussi peut-être jouer avec des adultes, on va se faire corriger, donc on va développer des compétences langagières. En créant des jouets pour filles et d'autres pour garçons, les industriels influenceraient l'idée que se font les enfants de leur rôle dans la société, jusque dans leurs ambitions professionnelles. On se plaint qu'il n'y a pas assez de femmes ingénieures. Mais si on continue à dire aux petites filles qu'elles doivent jouer à la Star Academy, à la poupée, à se maquiller, etc., vont avoir du mal à aller vers des métiers qui sont perçus comme masculins, mais tout simplement parce que les jouets qu'on leur propose ne sont pas des jouets scientifiques ou des jouets de construction qu'on va laisser aux petits garçons. Si l'égalité entre les sexes commence dans les magasins de jouets, ne faut-il pas légiférer pour limiter les conséquences du marketing genré? Est-ce qu'on pourrait envisager un jour d'interdire le marketing genré en France? Moi, je ne suis pas pour mettre des lois d'interdiction. J'en appelle vraiment à la citoyenneté de toutes et de tous. Le gouvernement peut vraiment imposer à des marques et des distributeurs de prendre des mesures? Encore une fois, je suis dans un dialogue constructif. Je suis sûre que dans le cadre du marketing genré, on peut y arriver. Pas sûr qu'une stratégie du dialogue suffise à convaincre les industriels de changer leurs habitudes. Alors comment donner à nos enfants des jouets qui n'influencent pas leur vision de la société? Des jouets sans aucun prix genré. Curieusement, la solution nous la trouvons chez la Grande Récré, celle-là même qui proposait des prix différents pour des trottinettes roses ou bleues. Depuis 5 ans, la marque a mis en place une nouvelle stratégie avec une gamme entièrement mixte. On y trouve une perceuse ou encore un aspirateur. Au siège de la marque, ce matin, l'équipe marketing travaille sur la sortie des nouveaux jouets. Ça fait hyper réaliste. Alors, il y a 2 produits différents, il y a le chariot de docteur et la table de dinette. Le principe est simple, ils recyclent les jouets d'autres fabricants. On met du violet. Est-ce qu'on prend le risque de changer tout ou est-ce qu'on reste dans les codes couleurs traditionnels? De cette manière, l'investissement financier est très faible. Comme avec cette cuisine qui vient d'être commercialisée. Autrefois, elle était rose et grise. Et cette cuisine-là, elle a été complètement repensée pour l'intégrer dans la collection Timélou. Et puis pour les produits garçons qu'on a passés dans cette gamme, c'est beaucoup plus simple, ce sont les produits de bricolage. Donc tous ces produits-là, initialement, étaient vraiment destinés uniquement aux garçons. Le chariot de ménage au-dessus, j'imagine que c'était pas au rayon garçon? Non, c'était pas au rayon garçon, c'était au rayon filles, effectivement. Les chariots de ménage, c'est au rayon filles. Les tables à repasser aussi. Et donc nous, on essaye de casser ça et de passer les tables à repasser, les chariots de ménage dans les rayons garçons, parce qu'aujourd'hui, tous les pères aident à passer l'aspirateur ou éventuellement font du repassage, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça se fait. Il propose aujourd'hui plus de 70 jouets. Une fois les coloris décidés, c'est l'infographiste qui s'occupe de transformer le produit. Ce qu'on aimerait, c'est commencer à le coloriser pour l'intégrer dans la collection Timélou. Les jouets sont ensuite pris en photo sous toutes leurs coutures, puis recolorisés sur ordinateur. Là, on va éviter les petites fleurs, éviter des choses un peu trop filles. Et puis on va voir ce qu'on fait de ces petits pois, si on les garde ou si on les garde pas. Là, on a un peu de travail à faire sur les accessoires quand même. Le produit sera en magasin d'ici quelques mois. Un budget création qui demande peu d'investissement pour des ventes en constante augmentation. 10 nouveautés sortent chaque année. Et ici, aucun problème d'écart de prix entre filles et garçons. Mais ce type d'initiative reste marginal. À l'issue de notre enquête, nous pouvons conclure qu'il n'existe pas de taxe rose généralisée à notre consommation. En revanche, le marketing genré est sans nul doute à l'origine des écarts de prix que nous avons parfois constatés. Une chose est sûre, en segmentant les marchés, tous les consommateurs sont perdants. Que ce soit les hommes ou les femmes, chacun est incité à consommer 2 fois plus d'objets. Est-il possible de se libérer de ce marketing? Le pouvoir est entre les mains des consommateurs. Lui seul peut faire pression sur les industriels. Pour cela, un conseil. La prochaine fois que vous achèterez un produit rose ou bleu, posez-vous cette question. Son coloris est-il vraiment important pour qu'il soit efficace?
Son équivalent neutre ou pour l'autre sexe est peut-être tout aussi bien et beaucoup moins cher. Prendre son temps de temps en temps de lire ce qui a marqué sur le packaging. Essayez de trouver des objets neutres. Bien évidemment, les marques changeraient si les consommateurs changeaient. Si un consommateur n'achète plus ou si les ventes baissent, les marques vont changer.